qu'à vélo, il y a toujours des moments hauts, des moments bas. Sur une journée, pendant une demi-heure, tu vas être au fond du trou et puis tu sais pas pourquoi, d'un coup, il y a un rayon de soleil, ça descend un petit peu ou le vent il passe de dos et puis là, c'est un peu l'euphorie. Faut pas se dire que ça va rester comme ça toute la journée parce que ça se trouve, dans 1 kilomètre ou dans 15 minutes, ben, ça va être trop l'enfer. Rien prendre pour acquis quand c'est trop facile. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Mon invité de la semaine est Geoffrey Maluski. Il est photographe, vidéaste et aventurier. Dans cet épisode, on échange sur son parcours et plus particulièrement sur sa récente expédition en Islande. Il vient en effet de traverser le pays à vélo, en plein hiver, seul et en autonomie. Ce qui m'a le plus marqué dans cette rencontre, c'est la grande humilité d'un homme qui a su mettre toutes les conditions en place pour réaliser de grandes choses. À travers les différentes expériences qu'il a vécues, Geoffrey a dû faire face au froid, au vent soufflant à plus de 100 km/h ou encore aux rivières glaciales à traverser à pied. Sa détermination, sa capacité à se dépasser et à faire preuve de résilience sont évidentes. Et pourtant, il est d'une étonnante discrétion sur le sujet. Si vous voulez vous évader, foncez sur le site de Geoffrey et sur sa chaîne YouTube après avoir écouté l'épisode. Personnellement, son travail m'a inspiré à partir à l'aventure à vélo. Merci Geoffrey, excellente écoute à vous les frappés. Eh ben salut Geoffrey. Salut Loïc. Super content de te recevoir sur le podcast, fraîchement rentré de l'Islande et de ta dernière grosse expédition dont tu vas nous parler. Merci beaucoup de prendre le temps. Il y a un gros décalage horaire d'ailleurs avec l'Islande ou pas? Au début, j'avais 1 heure et après, c'est passé à 2 heures avec le changement d'heure en France, qu'il n'y a pas en Islande. Ça va, c'est gérable. En tout cas, ouais, vraiment, merci beaucoup. Très, très content de te recevoir. Et écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te présenter, de nous expliquer qui tu es. Ouais, bah merci pour ton accueil déjà. Du coup, je m'appelle Geoffrey, je suis photographe. Ça fait 2, 3 ans maintenant que j'ai commencé à voyager à vélo et faire des petites aventures. Le tout premier voyage à vélo, c'était la traversée des Pyrénées avec 2 amis, Léopold et Loïc. On était partis 1 mois et demi faire la route d'école d'est en ouest. Et, l'idée, c'était de profiter au max et faire de l'escalade, de la highline, des bivouacs, des sommets et plein de trucs comme ça. Et ensuite, j'ai fait 20 jours dans le Mercantour, c'est les Alpes du Sud, en vélo et ski de rando. Et après ça, je suis reparti avec 2 amis en Islande pour 3 mois. On a fait à peu près 3000 km, c'était en Islande, j'ai déjà dit. Et du coup, on avait fait tout le tour et on avait fait la traversée nord-sud et est-ouest des Hautes-Terres. Et j'expliquerai après ce que c'est les Hautes-Terres parce qu'on va en reparler. Et l'hiver dernier, je suis parti au Cap Nord en vélo aussi, de France, 2 mois et 4500 km. Et dernièrement, je suis reparti en Islande en hiver, le mois dernier, pour refaire une traversée dans les Hautes-Terres, à vélo avec une poulka derrière aussi. Ça, c'était sur la neige. Énorme. Énormissime. Moi, j'ai vu le film. Alors, tu as fait un film pour le trip en Islande que tu as fait avec tes 2 potes que tu mentionnais, donc Léopold et Katia. Ouais. Bikepacking Islande. S'il y en a qui. Je mettrai le lien en description. Franchement, allez voir. On comprend vite que l'appareil photo, le drone, ne sont pas entre les mains d'un amateur. C'est juste magnifique, donc foncez regarder ça, Bikepacking Islande. C'est sur YouTube, hein. Y a pas C'est sur de. YouTube, ouais.
Ouais, ouais, bon, remarque, oui, c'est là que je l'ai vu forcément. Euh, donc foncez voir tout ça. Et puis en plus, Euh, on avait la chance d'y être pendant que le volcan était actif. Je pense qu'il y a pas mal de monde quand tu vois des images de ce volcan sur Instagram, et ça, c'était vraiment incroyable. Ouais. ouais. Ah ouais, non, franchement, que ce soit la vidéo, les photos, enfin, ça fait vraiment rêver. Euh, mais tu vois, ça me fait penser, bon là c'est une petite parenthèse avant qu'on rentre dans tes expéditions, mais je pense que j'ai jamais rencontré personne qui allait en Islande qui n'a pas été absolument bluffé. C'est rare quand même enfin tu vois, d'avoir uniquement des retours positifs sur un pays. J'en ai pas d'autres en tête. Non, et moi non plus, je crois pas. Même la Nouvelle-Zélande, tu vois, j'ai réussi à trouver des gens qui n'étaient pas super contents de leur trip en Nouvelle-Zélande, ce qui est ouais, incroyable. Mais l'Islande, c'est habituellement euh, carton plein à chaque fois. Tu dirais qu'est-ce qui fait que ce pays est un peu spécial, que ce soit du côté de paysage ou même pour y réaliser des aventures, il y a un truc en plus là-bas? Moi, je pense que c'est surtout le côté paysage parce que ça a rien à voir avec la France. Il y a les volcans, des glaciers. Et puis, dès qu'on rentre dans les hautes terres, il y a vraiment plus de. En fait, il y a une route tout autour de l'Islande. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est que des pistes avec des rivières. Et il n'y a pas de village, il n'y a pas de supérette, il n'y a rien. Donc, pour le côté aventure, on peut vraiment être tout seul et faire des belles expés au milieu des beaux paysages. Ouais. Haute terre parce que le centre de l'Islande est un peu surélevé par rapport à la côte, c'est ça? Je pense que oui. Oui, Ok. oui, parce qu'au début, ça montait bien. Et puis à la fin, ça descendait bien. Ok. Ok. Et toi, initialement, enfin, t'as une formation en photographie justement ou c'est une sorte de reconversion? Non, j'ai pas fait de formation. J'avais fait des études dans l'aéronautique et, Ok. et du coup, non, la photo au début c'était une passion et puis maintenant c'est un métier aussi. Ok. Et à quel moment est-ce que tu vois, tu t'es dit bon bah vas-y bingo, qu'est-ce qui fait que c'est pas simplement resté un hobby sur des week-ends ou tu vois des semaines de congé, mais que à un moment donné tu t'es dit je pars 20 jours, 3 mois faire des grosses expés. Euh, du coup, j'ai fait des études dans l'aéronautique et en 2017, je suis parti au Canada pour travailler pour Bombardier dans l'aéronautique. Et l'idée c'était de faire quelques mois là-bas, puis aménager un van et après voyager pendant 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai fait Canada, États-Unis, Mexique et Guatemala. Et donc pendant ces 2 ans, j'avais fait aussi des petits jobs du fruit picking, surtout au Canada. Et Ouais, quand je suis rentré en France, c'est là que je me suis mis à plus temps plein dans la photo et dans les aventures. excellent. Et donc la première grosse aventure, ça a été les Pyrénées, c'est ça, hein? Le Ce que tu premier disais. voyage vélo, c'était les Pyrénées, ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Juste pour que les gens se rendent compte, quand tu parles de voyage vélo, alors j'imagine que ça varie un petit peu entre le Cap Nord et ce que tu viens de faire à la traversée de l'Islande, mais euh, quand tu fais des trips à vélo sur des terrains voilà, type les Pyrénées ou l'Islande, t'as quoi comme matos? C'est des vélos, c'est des genres de. Là pour l'Islande, c'était un fight bike, c'est ça pour la neige, mais en temps normal, c'est des VTT sur lesquels tu roules ou des Euh, gravel? ouais, ça ressemble plus à des gravel. Enfin, pour les Pyrénées, on avait des vélos voyage, enfin, c'était des vélos tout acier, tout rigides, avec des petits pneus parce qu'on était que sur la route. Et on Ah avait ok, des sacoches type vélo voyage, pas bikepacking. Ensuite, pour le trip en Islande en été, pareil, des vélos tout acier, tout rigides. Et on avait mis des plus gros pneus, on avait du 230, je crois. Et vraiment des pneus costauds parce qu'on allait rouler sur les cailloux, sur la roche volcanique un peu qui est super coupante, etc. Donc il faut des pneus costauds. Et Cap Nord, j'avais des pneus cloutés en 230. Et l'Islande, là, le mois dernier, j'avais un fat bike vraiment avec des gros pneus pour rouler sur la neige. Et ouais. clouté. Clouté aussi. Du coup, ça dépend des trips. Ouais. Ok, ok, ok. Ah, finesse. Ok. Et toi, l'Islande, initialement, qu'est-ce qui fait que là, t'en es déjà à ton. Quoi, du coup, c'était ta deuxième expé, là, hein? Ouais, mais c'était la troisième fois que j'y allais. La Ok. première fois que j'y suis allé, c'était en 2016, mais j'ai été allé 15-20 jours en louant une voiture. Et on a fait une grosse partie de la route 1 et un petit peu l'intérieur. Et, euh, et la deuxième fois, c'était à vélo et la troisième, ouais. Première Ok. en hiver. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu y as trouvé dans ce pays qui fait que tu y es déjà allé 3 fois et que visiblement, voilà, il y a un truc avec l'Islande? Bah, la deuxième fois, c'est parce que j'avais envie de découvrir une plus grosse partie de l'Islande
Et puis je savais qu'en partant là-bas à vélo, on allait vivre une aventure assez cool parce que quand tu rentres dans les Hautes-Terres, on a fait une première traversée, je crois que c'était 12 jours d'autonomie, et la deuxième 17-18. Et tu as plein de rivières à traverser, ouais, tu sais que tu vas vivre une belle aventure là-bas. Ouais, énorme. Et le vélo, pourquoi ce format-là plutôt que tu vois de la marche ou là en l'occurrence pour l'hiver du ski? Pour l'été, je préfère le vélo que la marche parce que ça avance plus vite. Ouais, Ouais, là, on est parti 3 mois et on a fait tout le tour, on a fait 2 traversées, donc on a vraiment vu beaucoup, beaucoup de l'Islande. Et, alors qu'en marchant, on aurait forcément moins vu de ouais, paysages et moins d'endroits. Et, et pour cet hiver, pourquoi pas le ski et Pulka parce que j'aime bien le vélo et j'avais envie d'essayer un trip sur la neige en fat bike. énorme. Et aussi parce que le tout début et la toute fin, c'était un peu sur la route, donc tu peux pas le faire en ski Pulka. Et là, le vélo, je pouvais vraiment faire du début à la fin De avec A à une. Z, ouais. Ok. Ok. Perso, j'avais jamais vu de trip à ski avec Poulka derrière. Juste pour qu'on se rende compte, t'avais combien en termes de poids, t'avais combien dans la Poulka et sur le vélo? Alors, au tout Là, sur début, le le dernier trip. vélo Pulka, il faisait 78 kilos. C'est Vélo plus Poulka? Ouais, tout compris, il faisait 78 kilos. J'avais 23 kilos de nourriture pour 25 jours, 3 litres d'essence pour le réchaud, et puis après, c'est le matos basique, tente, tente, duvet, réchaud et tout ça. Après, j'avais une tente. C'est des conditions qui peuvent être assez compliquées et même dangereuses en Islande, parce que tu peux avoir des tempêtes de 150-160 km/h de vent, des tempêtes de neige, etc. Donc il faut du matos d'expé polaire. Et par exemple, ma tente, elle pesait déjà 4 kilos, ce qui n'est pas énorme Ah pour oui. une tente d'expé polaire, mais ouais, un duvet -30, c'est pareil, ça pèse plus lourd, donc tu arrives vite à 78 Ouais. kilos. Et pour ça, j'avais vraiment bien tout optimisé. Ouais, le duvet, c'est aussi le volume, non? Ouais, Un duvet -30, parce que moi j'en avais pris un pour le Népal et je me rappelle, enfin, j'avais pas pensé avant. J'avais jamais eu de duvet vraiment grand froid, tu vois, donc mes duvets, j'étais habitué à pouvoir les ouais. compresser facilement. Là, punaise, quand je me suis retrouvé avec le machin qui faisait genre la taille d'un sac de 15-20 litres, Oui, c'est ça, c'était la galère. il rentre pas dans les sacoches de vélo. Ouais. Ouais, c'est clair. Yes. Ok, et la tente par curiosité, c'est quoi la marque que tu as utilisée? C'est une L-Sport, c'est la Ah Lofoten ouais, Extreme 3. C'est une 3 ok, places. J'avais un ok, ok. palace pour moi tout seul. Ouais. Mais parce que l'idée, c'était quoi de pouvoir rentrer le vélo et une partie de la poulka en tout cas? Je rentrais la Pulka dans l'abside et après, c'est que les modèles d'XP, ils les font pas en 2 places. C'est toujours que des Ah 3 ouais, places souvent. ok. Donc, euh, donc pas le choix. Mais tant mieux, au moins ouais, je pouvais rentrer la Pulka et j'étais à l'aise à l'intérieur. Ouais. Puis Ouais. je pense que sur des expés comme ça, c'est hyper important de pouvoir bien dormir et d'avoir un bon Ouais. point de base. Donc c'était parfait. Quand je suis parti au Cap Nord, j'avais une tente qui était pas terrible et j'avais dû changer pendant le trip. Mais Parce que trop petite ou non, pas parce assez que solide? elle était un peu petite, c'était une monoparoi, puis elle n'était pas très étanche et les Ah. arceaux c'était pas costaud. Et bref, elle était nulle. J'ai changé pour une autre tente au milieu. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que la tente, c'est un peu l'accessoire indispensable. Tu me fais penser, peut-être que tu connais. J'ai vu il y a pas longtemps une série de vidéos sur YouTube d'un gars, alors qui s'appelle Martin. C'est un gars des Pays-Bas. Il s'appelle Martin, je sais plus comment. Et il a fait un trip Amsterdam-Singapour en un an en vélo, puis un autre où il a fait Alaska-Patagonie. Et Ouais. bref, tout ça pour dire, en 2 ans, cette fois-ci, et tout ça pour dire qu'il y a une partie du trip où il est dans les déserts de l'Utah aux US, et il filme quand il est pris dans une tempête de vent. Donc, je crois qu'il est à 2 jours de marche du premier, enfin 2 jours de marche, 2 jours de vélo du premier patelin, donc il est quand même assez isolé. Et il expliquait qu'il avait une tente bien, mais bon, voilà, pas un truc d'expé. Quand tu vois la tente avec le vent, à quel point elle se plie. C'est-à-dire qu'il a le toit, pas la paroi, tu vois, pas sur le côté, vraiment le haut de l'arceau qui vient lui taper le visage, tu vois. La tente entière se plie. Et je pense pas que c'était des vents, comme tu le décris, plus de 150 km/h.
Donc ouais, le matos essentiel. Ouais, sur des expés comme ça, c'est important d'avoir du bon matos, je pense. Ouais, Et ouais, c'est vrai que j'ai eu une grosse tempête, moi, à la fin du trip dans les Hautes-Terres. Et c'est impressionnant, ouais. La tente a claqué dans tous les sens et tout, mais ouais, c'était impressionnant. ouais. Mais comment tu te prépares quand tu te lances sur des expés en solo versus des expés avec des potes? En fait, pour affiner peut-être la question, quand tu pars dans des expés avec des potes, par exemple ce que vous avez fait en Islande, les 3000 kilomètres, en l'occurrence, est-ce que c'est toi qui étais vraiment le sachant, c'est-à-dire l'expert sur cette notion d'expédition, d'aventure, où les gens que t'emmènes, ils sont aussi expérimentés et donc ils peuvent se gérer quelque part? En Islande, j'étais parti avec Léopold, du coup, qui avait déjà fait le trip dans les Pyrénées avec moi. Donc, il savait ce que c'était le voyage Ok, à vélo. Et après, il y avait sa copine Katia qui avait jamais voyagé à vélo et qui faisait pas forcément de vélo. Et, ok. et du coup, ben, bon, on sait qu'elle est toujours motivée, toujours souriante à faire des blagues et tout. Donc, on était largement serein de partir avec elle. Et puis, ça s'est super bien passé, ouais. Mais pour un premier trip, partir en Islande avec l'humidité, le vent, les rivières et tout, bravo. Ouais. Bah ouais, moi c'est un peu ce qui m'a marqué dans ton film, qui dure quoi? C'est 40 minutes? Un tout petit peu moins Non, de non, 40 minutes, il me semble? il dure 12 minutes, je crois. Ah Il est ouais? c'est court, ouais. Pourquoi j'avais 38 minutes en tête? Ok. C'est que j'en ai pris tellement plein la vue que tu vois, j'ai cru qu'il était plus long que ça. Ok, mais j'avais en tête beaucoup plus long. Bref, en tout cas, toute la durée du film, moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est que on vous voit. Le temps est pas forcément fabuleux. On vous voit galérer sur des chemins où les vélos, enfin, ça a l'air d'être des espèces de graviers sablonneux. On vous voit passer des rivières où l'eau doit être bah, à la limite, je pense, à la température du glacier d'où elle vient, quoi, 1 degré peut-être. Tout le long, c'est grand sourire, rigolade un peu partout. Voilà, de temps en temps, on voit qu'il y a des trucs qui saoulent, mais enfin, l'ambiance avait l'air quand même assez plutôt très positive. Mais je pense que ça, c'est hyper important. Donc, quand tu pars en expé, il faut que tu sois dans un mindset plutôt optimiste, Ouais, bah oui, d'autant plus quand tu es seul, non? si tu tires la gueule dès qu'il fait un peu humide, etc., ça va être long, quoi. Mais là, Ouais, ouais. non, ouais, on est, on souriait tout le temps, ouais, c'était peu importe. C'est sûr qu'il y a des journées un petit peu plus compliquées. Quand tu prends 3 jours de pluie, c'est un peu moins fun, mais bon, ça fait aussi des bons souvenirs, donc ouais, c'est aussi sympa. Ouais, ouais. Et ça, comment tu le gères, la partie mentale, motivation, énergie, quand tu pars seul, par exemple? Alors, disclaimer, je sais que tu as échangé avec Nicolas, préparateur mental, Nicolas Cassier. Ouais. J'ai eu la chance de recevoir sur le podcast. Mais au-delà de la préparation mentale, est-ce qu'il y a des choses. Enfin, comment est-ce que tu gères cette partie psychologique quand tu sais que tu pourras compter que sur toi-même? Je pense que quand j'étais jeune, j'ai fait pas mal de montagnes et de bivouacs solo parce qu'il n'y avait pas toujours les potes disponibles. Du coup, ça m'a aidé à me préparer. Après, j'étais parti les 2 ans en van, je suis parti seul. Mais enfin, sur les 2 ans, j'ai quasiment jamais été seul parce que je rencontrais tout le temps du monde. Et après, à vélo, ben, j'avais fait le Mercantour en solo et d'autres petits trips. Donc, enfin, toutes les expériences comme ça m'a préparé pour l'Islande. Et, euh, et après, ouais, j'ai fait quelques visios de prépa mentale avec Nicolas juste avant de partir. C'était hyper intéressant aussi, hein. Yes. Si tu devais résumer, tu vois, peut-être les moments forts, là, sur le trip que tu viens de vivre, avant qu'on parle des précédents, mais comme celui-ci est tout frais, ce serait quoi du coup? Les moments forts, euh, bah déjà, au tout début, au nord du Vatnajökull, qui est un gros glacier d'Islande, je pense que c'était la partie la plus compliquée. Parce que j'avais plein de neige fraîche, j'ai dû pousser le vélo beaucoup et il y avait beaucoup de dénivelé dans les montagnes. Et, du coup, c'était un moment dur, mais quand même un moment fort. Parce que j'y suis allé pour vivre ça aussi. Donc ouais, je pense que c'est un des moments qui m'a marqué. Puis en plus, c'était le début, donc je me suis dit, si c'est comme ça toute l'Islande, ça va être long, quoi. Je vais pas mettre 25 jours. Mais ouais, faut pas lâcher, il faut continuer d'avancer. Et puis il y a forcément un moment où ça s'améliore.
Et t'avais des plans de secours ou des plans B si jamais, tu vois, le rythme auquel tu allais, ça se confirmait, c'était beaucoup moins important que ce que tu avais prévu? Ouais, après ce glacier, je rejoignais la piste F26 et donc si j'avais envie de raccourcir le trip, je pouvais partir suivre la piste jusqu'au sud et rejoindre les petits villages. Et après, pareil, aux trois quarts de l'Islande, tu passes par la piste F35, donc je pouvais couper vers le sud. Et puis après, à la fin, j'étais quasiment sorti. Ouais, Mais OK. j'avais tout préparé, ouais. J'ai préparé super bien l'itinéraire. J'ai marqué les coordonnées de chaque cabane, des rivières, des ponts. Parce qu'il y a des rivières où t'as des ponts et t'as pas le choix parce que c'est vraiment des grosses rivières. Et, euh, et après, j'avais deux variantes d'itinéraire pour contourner une grosse rivière que je ne savais pas si elle allait être possible en hiver. Donc ouais, je pense que la préparation d'expé comme ça, c'est hyper important et ça permet de partir plus serein. Ouais, ouais. Et au final, tu eu à traverser des rivières, qui étaient pas gelées? J'en ai eu que deux au final. Une au tout début des Hautes-Terres et en fait, les grosses normalement, elles sont au nord du glacier Hofsjökull qui est au milieu. Et comme j'ai eu -20, -22 pendant une dizaine de jours, elles étaient toutes gelées. Donc OK. j'ai pas eu à les traverser. Et à la fin des Hautes-Terres, j'en ai eu une autre petite rivière aussi à traverser. Et là, tu faisais comment avec la Poulka? Enfin, c'est une question bête, mais si J'avais le tout un... fait 80 kilos, Ouais, alors je passais la poulka en premier et après je passais le vélo. Et j'avais un pantalon de pêche qui est étanche du bout des orteils jusqu'au buste. Et donc je me mouillais pas les pieds. Tu sens quand même un petit peu OK. le froid à travers le pantalon étanche, mais ça va. OK, OK. Non, je pensais à ça parce que comme dans ton film sur le trip estival, on vous voit, enfin, vous êtes régulièrement en sous-vêtements dans l'eau. Je me dis, wow, la vache, mais attends, en hiver, Ouais, non, mais au avec le final, vent. vu que j'avais le pantalon de pêche, c'était plus compliqué en été parce qu'en été, on n'avait pas, on y allait pieds nus et en caleçon, quoi. Et ouais, Les rivières qui sont vraiment proches des glaciers, elles sont gelées, quoi. En ouais, plus, ces rivières, on les traversait à 4 heures du mat pour éviter qu'elles soient trop hautes. Et, euh, et ouais, quand le tu dois moment le monter plus froid de la journée. à 4 heures du mat, Ouais. ça sent qui circule. Énorme, énorme. Ok. Alors, tu parlais de la partie préparation, que là, tu évoquais l'itinéraire, que c'est forcément super important. Juste par rapport à enfin, je vais y arriver, je suis désolé, je le reprends. Je me fais la question en même temps que je te la formule. Désolé. Donc là, tu nous parlais de la partie préparation qui est forcément super importante. Tu évoquais l'itinéraire, mais je suppose qu'il y a plein d'autres choses. Ça représente combien de travail en amont une expé de cette envergure? Et sur quel grand domaine, on va dire, est-ce que tu te concentres en particulier? Je crois que j'ai commencé à préparer le projet au mois de septembre, octobre, et je suis parti début mars, donc 4-5 mois. Ah Quoi. ouais, quand même. Ok. Et, la grosse partie, ouais, c'est l'itinéraire, et après, je passe énormément de temps à choisir l'équipement parce que j'ai envie de partir avec de l'équipement dans lequel j'ai 100% confiance, surtout sur une expé comme ça où tu peux avoir vraiment des conditions difficiles. Et, Et après, bah, il y a une grosse partie de recherche de sponsors et de partenariats aussi. Et puis un peu de prépa physique que je fais pas vraiment beaucoup. J'ai pu aller un petit peu, mais pas de ouf. Et un peu de prépa mentale bah, avec Nico aussi. Ouais. Ok, ok. Et le matos, tu le testes comment du coup? Parce que septembre, c'est tout juste la fin de l'été. Donc, puis j'imagine, tu habites en France, donc il n'y a peut-être pas des conditions du genre 150 km/h de vent, Ouais. -20, -30. Tu fais comment? Non, bah, au mois de décembre, j'étais allé faire quelques bivouacs dans les stations de ski vers Isola et tout ça, pour tester la tente, le duvet et tout. Et, ouais, je fais quelques bivouacs pour tester le matos, ouais. Ok. Quand il y avait un peu de Ouais. mauvais temps annoncé, on partait bivouaquer et ça fait des bonnes conditions pour le test. Ouais. Et après, il y a une Ouais. grosse partie du matos que j'avais déjà testé sur des expés différentes. Et puis, euh, et puis après, par exemple, la tente L-Sport, c'est une tente que tous les explorateurs polaires ils utilisent. Donc, c'est déjà une tente qui est approuvée, quoi. Ouais, donc tu t'appuies un peu aussi sur
Ouais, les puis retours il faut d'expérience juste, des autres, quoi. après, il faut juste aller s'entraîner pour la monter rapidement quand il y a du vent, et cetera. Mais sinon, le, la qualité, elle est déjà approuvée par plein de monde, quoi. Ouais, ouais. Ok. Ok. Remarque, une nuit à Isola, même à Isola 2000, avec un duvet -30, t'as dû avoir un peu chaud, non? Ah, c'était un week-end où on a eu -16 et il y avait 80-90 de vent. D'ailleurs, Ah enfin, ouais. la station était fermée, on a bivouaqué, on s'est un peu fait incendier par les pisteurs parce qu'ils comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait avec cette météo. Et du coup, on leur avait expliqué que je partais en Islande et que c'était un entraînement. Mais ils n'avaient pas kiffé. Ouais, j'imagine. Ok. Et alors, un autre point de détail, mais enfin, moi je trouve ça vraiment fascinant, tu vois, de la partie. On parle souvent des experts en tant que tels, mais finalement, c'est un peu le planter de drapeau au sommet de la montagne, mais tout ce qu'il y a avant, la partie préparation, l'itinéraire, le matos, enfin, ça me paraît juste complètement essentiel. Donc sur la nourriture, comment est-ce que tu arrives à déterminer que 23 jours égale 25, non, 25 jours égale 23 kilos de nourriture? Moi, j'avais essayé de calculer et de préparer par rapport aux kilocalories. Et je crois que je voulais à peu près 3500-4000 kilocalories. Et donc, je me suis fait un menu pour avoir ça. Et puis après, à la fin, fois 25 jours, ça me faisait 23 kilos. Mais je crois qu'en général, sur les expés polaires, c'est à peu près le poids. C'est entre 800 et 1200 grammes par jour de nourriture, Ok. en général. Et, Est-ce que tu avais une tablette de chocolat par jour aussi? non, malheureusement, non, Non. parce qu'à Ouais. vélo, je pouvais pas prendre autant de poids que je voulais. En ski Pulka, j'aurais pu prendre un peu plus de poids dans la Pulka, mais je suis fan de chocolat et j'avais pas assez de chocolat. Non, Ok. c'était quasiment que de la nourriture lyophilisée. Le matin, j'avais un chocolat chaud. J'avais mélangé de la poudre de lait et du cacao. Et donc, j'avais juste à rajouter de l'eau et ça me faisait un chocolat chaud qui était bien calorique. J'avais un repas lyof salé. Euh, et la journée, j'avais 4 barres Cliff avec un mélange d'amandes. Et le soir, je mangeais une soupe lyophilisée, un plat lyophilisé et du chocolat. Ok. Et dans chaque plat lyophilisé, je mettais une grosse dose d'huile d'olive pour rajouter pas mal de Ouais. kilocalories. Ok. Et pour l'eau, tu gérais comment? Tu faisais fondre en début de journée, tu avais ton stock pour le reste de la journée, c'est ça? Ouais, c'est ça, je faisais fondre de la neige le soir et un petit peu le matin quand il y avait besoin. Et bah, dans la neige fondue, il n'y a pas tout ce qui est minéraux, etc. Donc je rajoutais un peu de poudre électrolyte pour me rajouter des minéraux et que ça hydrate bien le corps. Ouais, ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Je savais pas du tout. Moi, je pensais que tu faisais fondre de la neige, ça faisait de l'eau et puis boum. Mais en fait, non, c'est entre guillemets de l'eau de basse qualité dans le sens où il y a rien dedans. Donc, si tu Ouais, bois que ça, au bout d'un moment, enfin, t'es plein de carences en fait. ouais, c'est ça, ça hydrate pas le corps comme de la vraie eau. Ouais, Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est une poudre, c'est ça que tu peux rajouter? ouais, j'avais de la poudre, moi j'avais celle de Oversteam, je crois. Ok. Et en gros, tu as du sodium, magnésium, des vitamines, enfin tous les minéraux qui sont essentiels à l'hydratation. Punaise. Ok. Et ça, tout ça, tu vois, toutes ces connaissances sur, je sais pas, toi, ça peut te paraître tout bête aujourd'hui, le fait que la neige, il faille ajouter un complément, mais c'est- comment est-ce que tu as acquis toutes ces connaissances? Est-ce que c'est 100% empirique? Est-ce que tu as eu des échanges avec d'autres explorateurs? Euh, Comment t'en es arrivé là? Bah, je pense que c'est au fur et à mesure des aventures, puis après en cherchant sur Google et en discutant avec des gens aussi. J'ai pas mal de potes qui font des expés polaires, donc c'est assez cool d'échanger avec eux aussi. Ouais. Le truc qui m'avait marqué, j'avais fait un épisode avec Vincent Colliard, je sais pas si tu connais. Je l'ai écouté, il est trop bien. Tu l'as écouté? Le truc qui m'avait marqué, c'était sur le côté matos, l'accessoire qui pour lui était mais indispensable, genre limite question de vie ou de mort pour une expédition polaire, c'est une brosse pour enlever la glace des zips. Ah Et je me suis ouais, dit ah ouais d'accord ok bah ça effectivement si on te le dit pas, moi j'aurais jamais pensé à un truc pareil. oui, carrément. Ouais. Il y a deux trucs aussi qui sont pas mal, je pense, c'est les chaussettes VBL et le sac de couchage VBL. VBL, c'est Vapor Barrier Liner. Et en gros,
Bah, dans tes chaussettes, pour les pieds, tu mets ta chaussette, tu mets la chaussette VBL, et après tu mets ta chaussure, et ça évite que la transpiration elle mouille la chaussure. Et Qui se transforme en méga glaçon, du coup. ouais, et puis après t'as froid aux pieds. Et après, pour le sac de couchage, c'est pareil. En fait, moi je dormais dans mon sac de soie, et après j'avais un sac VBL, et après j'avais le duvet, et ça évite que le duvet il soit mouillé par la condensation et la transpiration. Ouais. Et Oh là là. ouais, c'est Franchement, aussi deux trucs Pardon, vas-y. indispensables, ouais. Ouais. C'est vraiment fascinant cette partie préparation technique, connaissance sur tu vois ce qu'il faut, les petits tips. Enfin, je trouve ça assez. Ça me fascine à chaque fois. Ouais. Sur la partie, moi, j'ai quand même une grosse question, tu vois? De temps en temps, ça m'arrive quand je fais mes sorties, je me dis: «Ah bah là, peut-être que ça pourrait être cool que je fasse une photo, une petite vidéo courte», tu vois? Mais quand je fais mes sorties, je te parle de ça, il fait 20 degrés, je suis en short t-shirt, grand soleil, tout va bien et je rentre chez moi 2 heures plus tard, tu vois? Et régulièrement, je me dis: «Oh non, là, franchement, j'ai la flemme, je suis dans ma sortie et voilà, j'ai pas le temps de sortir le téléphone». Comment tu fais quand tu pars aussi longtemps que toi dans un environnement aussi hostile et difficile que celui où tu es allé pour arriver à trouver le temps de tu vois, sortir un appareil, sortir le drone, faire des beaux clichés, même quand c'est la tempête et que ta tente est en train d'être recouverte de neige. Bref, pour garder ce côté créatif et je partage mon aventure alors que tu es un peu dans le dur du moment, quoi. Ouais, bah, c'est sûr que c'est pas toujours facile de sortir l'appareil photo, surtout que les belles photos, elles se font souvent dans les moments durs. Mais, sur le trip, en fait, à chaque fois que je me suis dit que ça valait le coup de prendre une photo, bah, j'ai sorti l'appareil photo et j'ai fait la photo ou la vidéo. Et moi, je me suis pas posé la question, quoi. Comme ça, je pense que bah, j'ai pas loupé de photos que j'aurais aimé faire ou quoi. Donc, Ouais. mais C'est dans ton film, non Bikepacking Iceland, à un moment donné, tu filmes, vous êtes sous une averse, mais énormissime. ouais, Ouais. Et en fait, c'est là où tu vois, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, non, mais là, il faudrait que je lui pose la question, comment, quand tu te prends des milliers de litres d'eau sur la tronche au milieu de nulle part, t'as la foi de sortir ton appareil ou ta bah, caméra pour filmer. parce que je sais qu'après, je serai content de la photo et ça fera un bon souvenir. Donc, Ouais, je fais la photo et puis après, au moins, je j'ai pas de regret de pas avoir fait la photo. ouais. Mais comment tu gères la partie matos parce que là, bon, l'été, je sais pas si c'est le cas, mais l'hiver, notamment pour les batteries, c'est un peu la galère. Ouais, T'as des boîtes spéciales ou des panneaux solaires? non, alors là, j'avais en matos photo, j'avais un trépied, j'avais un appareil photo, un réflexe, un Canon, j'avais une GoPro 360 et un drone. Et pour chaque appareil, j'avais des batteries supplémentaires. Et puis après, j'avais deux batteries externes aussi et un panneau solaire. Le panneau solaire, il n'a pas beaucoup servi parce que j'ai pas eu trop de soleil. Et, et les batteries externes, elles me servaient pour le téléphone satellite. Et c'est plus ou moins tout. Parce qu'après, tout ce qui était drone, etc., j'avais des batteries en plus enfin, spécifiques à l'appareil, quoi. Ok. Et ça a tenu, et tout ça a tenu, même par moins 20 et quelques, tout ça a tenu 25 jours. Ou- oui, ouais, ouais. Ah ouais, punaise. Les batteries, je les mettais dans le duvet la nuit. Et après, les batteries dont je me servais la journée, je les mettais dans les poches. Ou alors, les batteries de drone, je les mettais dans mon gant avant de le faire voler pour bien faire réchauffer la batterie. Les batteries de GoPro, pareil, souvent j'en gardais une dans mon gant. Et, mais non, elles résistaient bien. Les batteries d'appareils photo Canon, j'ai vraiment eu aucun souci. C'est celles qui ont le mieux résisté. Ok. Les batteries Canon, les batteries GoPro, il vaut mieux prendre les Enduro, c'est les blanches. C'est des batteries spéciales pour le froid et il y a vraiment une grosse différence par rapport aux batteries normales. Ok. Ah, et donc quand tu te sers pas de l'appareil ou de la GoPro ou autre, t'enlèves la batterie? Ouais, je retirais la batterie. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Ok. Pour pouvoir la garder au chaud. Ouais. Oui, parce que D'accord. sinon, quand il fait -20, la batterie de GoPro, elle gèle et puis la GoPro s'allume plus. Ok. Du coup, Ok, euh, ok. du coup, je la réchauffe à chaque fois. Oh là là. Ok. Là, c'est une petite organisation, mais après, au fur et à mesure, une fois que tu es bien organisé, ça marche bien. Ouais. Bah, alors, il y a une photo sur ton compte Insta où tu mets
un plan aérien. Tu fais ça régulièrement, je trouve ça chouette, où on voit tout ton matos étalé à côté de toi. Ouais. Sur la photo, ça paraît pas tant que ça en fait. Pour 25 jours, même la bouffe, ça paraît pas si énorme que ça, hein. Non, pourtant, ouais, il y a tout sur la photo là. Pourtant, il y a tout, hein. T'as une pelle, t'avais même, ouais, c'est quoi? Une corde que t'avais un rouleau de corde? J'avais une corde pour sécuriser les rivières au cas où. Donc Ah oui. je m'en suis pas servi. C'est Et le c'est quoi à gauche de ton duvet, enfin, pardon, je te dis ça comme si tu étais sur la photo, mais il y a ton duvet orange tout à droite, et à gauche du duvet, il y a deux espèces de, on dirait des poches, des bouteilles d'oxygène orange. Ah ouais, je l'ai la photo là. C'est les bouteilles d'essence pour le Ah, réchaud. c'est l'essence, ok, ok. Ah, et donc là-dedans, ça c'est 3 litres, ce que tu as là. Ouais, j'avais 2 bouteilles de 1,5 litre. D'accord, d'accord, ok. Punaise. Oh là là. Ok. Et question bête aussi, mais côté pneus, le fait qu'il fasse -22, ça posait pas de problème sur la pression. T'avais une pompe avec toi au cas où? Ouais, j'avais une pompe avec moi, je suis parti en tubeless et avec du liquide, anti-crevaison dedans. En vrai, je sais pas s'il a gelé ou pas par -20, donc Ouais. peut-être. Mais en tout cas, j'ai pas crevé. L'avantage, c'est que j'étais sur la neige quasiment tout le temps, donc le risque de crevaison, il est quand même assez bas. Ouais, Et après, c'était du 4,5 en pouces et c'était des pneus cloutés aussi. Parce que ouais. bah, dans les hauteurs, j'étais souvent sur la neige, mais j'ai tout eu, hein. J'ai eu de la glace, beaucoup. C'est vraiment de la glace vive, bleue et c'est une patinoire, quoi. Donc sans pneus cloutés, tu tiens pas dessus. Et après, j'ai eu de la neige bien fraîche où j'ai dû beaucoup pousser le vélo et j'ai eu de la neige un peu dure où c'était plus facile de rouler. Ok, Mais les pneus clous étaient indispensables, ouais. ok. Bon, on a bien compris que la partie matos c'est forcément méga importante et que c'est un truc que tu aimes bien préparer. T'as eu de mauvaises surprises ou au contraire de très très bonnes surprises sur ce que t'as emmené? Des mauvaises surprises, non, Tant mieux. tout était parfait, ouais. Bah, j'ai passé tellement de temps à choisir le matos que ouais, tant mieux. J'ai rien cassé. J'ai fait un trou dans le duvet, dans une cabane où le duvet, il a touché le poêle. J'ai fait un énorme trou. Du coup, j'avais mis un patch, donc pas de souci. Et après la tente, à la fin, j'ai eu une grosse tempête, j'avais eu entre 140 et 150 km/h de vent. Et donc je suis resté une journée coincé dans la tente et il y a eu 3 petits trous, côté, face au vent dans la tente. Je pense que c'est des petits bouts de glace qui sont passés à travers le tissu, Hmm. qui ont fait des petits trous. Et quand j'ai vu ça, j'étais un peu inquiet quand même. Et au final, au bout de 2-3 heures, ils ont pas bougé, ils se sont pas agrandis, donc je me suis dit: «Bon, pas de souci», puis je savais que j'avais une tente, quasiment indestructible, donc j'ai juste eu ça, comme petit souci de matos. Ok. Et sur le vélo, rien côté transmission, dérailleur. Le vélo, j'ai rien cassé, non. Quand il faisait -20, il y a les freins qui gelaient un peu et non, la Ah, transmission, c'est le non. liquide des freins qui gelait, tu penses? Ouais, mais je pense que c'était plus au niveau de la plaquette, il y a de la neige qui se mettait autour de la plaquette, ça a gelé Ah et ouais. ça a empêché de serrer la mâchoire. Je pense que c'est plus ça que le liquide de frein et la transmission, pareil, des fois, tu as un peu de neige qui se met sur la chaîne et tout et ça gèle un petit peu, donc les vitesses passent moins bien, mais tu tapes un peu dessus, tu passes les vitesses et puis ça repart. Ok. Sinon, j'ai rien cassé. Et ton vélo, c'est quoi comme marque? Enfin, c'était quoi sur ce trip? C'est un Rocky Mountain. Le Ok. modèle, c'est le Blizzard. Et c'est Ok, le ah bah parfait. ouais, porte bien son nom. C'est le version aluminium. D'accord, ok. Il y a une version Alors, carbone. Il y a une version ouais, carbone aussi, mais en général, ce qui est en carbone, je le casse, donc j'ai ok. pas non plus. Ok, parce que tu l'as pas précisé, donc tu avais 78 kilos de matos au total, mais toi, t'as quoi comme gabarit? Tu devais Euh, emporter quoi comme poids déjà de facto? je fais 70-72 kilos. Ok, ok. Alors, on parlait de transmission là. J'aime bien le demander de temps en temps à ceux qui partent faire des gros trips à vélo. Est-ce que tu as déjà testé les transmissions à courroie? Non, les roll-off, Ouais, bah, j'aimerais bien. Ça fait 2 ans que je me pose la question, mais ça coûte tellement cher et ouais, ils sponsorisent pas beaucoup. ouais. Du coup, non, j'ai jamais testé encore, mais je pense que
Sur un trip comme ça, ouais, ça serait pas mal. Puis en Bah, plus, j'ai pensé quand tu as parlé de la neige, tu vois, qui vient se mettre. ouais, t'as pas de souci, t'as pas de risque de casse. Enfin, tu peux pas casser Ouais, tous les railleurs, donc c'est vraiment le top, ouais. Mais ça coûte ouais, super cher. C'est le prix d'un vélo, le truc. ouais. Moi, j'avais découvert ça parce qu'il y a un autre gars qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cycling About. Je crois que c'est un Australien et qui fait des gros trips, mais lui plutôt en mode. Bon, il fait des gros trucs, hein, mais c'est plutôt des vélos type, tu vois, Genesis, Croix de Fer, voilà, plutôt ce type de Ouais, vélo-là. ce que j'avais Et à il a voir. une courroie. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert qu'en France, on avait un fabricant de courroies qui s'appelle Effigear, ou ouais, Effigear. Donc, je crois que tu as Roloff, Pignon et Effigear, il me semble. Et du coup, à chaque fois, je pose la question voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce que je me demande pourquoi on n'en voit pas plus, pour le moment en tout cas. Ouais, Figure, je connaissais pas, je vais regarder, ouais. Bah, je pense Ah qu'il bah y en a voilà, tu vois. parce que c'est cher, quoi. Ouais, ouais, sans doute, ouais, pour le moment, ouais. Ouais. Par rapport à l'expé que vous avez fait donc à Troyes, la première fois en Islande, ou même la traversée des Pyrénées, c'est quand même des expériences qui sont sur des périodes assez longues. On ne parle pas d'un week-end. Donc j'imagine qu'il y a plein de choses. Enfin, tous les jours, tu es sans doute confronté à des situations peut-être nouvelles ou bref, tu apprends sur le matos, tu apprends sur la gestion de l'effort. Comment est-ce que tu fais pour finalement prendre le meilleur des apprentissages que tu réalises pendant ces expéditions? Est-ce que tu as un carnet dans lequel tu notes des trucs tous les jours ou pas vraiment? C'est un peu empirique selon ce dont tu te rappelles. Euh, ouais, le carnet, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et au début, je le faisais pas. Tu vois, par exemple, en Islande, l'été, je l'ai pas fait. Ou alors, je le faisais les premiers jours, je notais un peu sur le téléphone et puis j'abandonnais vite. Je- Ouais. C'est plus une question de flemme, je pense. Et par contre, là, l'Islande, en hiver, j'avais mon petit carnet et j'ai écrit vraiment tous les soirs. Ok. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Bah, après, tu peux le relire, tu peux préparer tes posts Insta et tout. Et puis quand je vais le monter le film, ça va m'aider parce que j'ai écrit plein de détails dont je me souviendrai peut-être pas quand je vais monter le film. Et j'ai noté plein de trucs aussi, ouais, par rapport aux batteries, par rapport à la nourriture, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et du coup, pour le prochain trip, je pourrais relire ça aussi et m'aider, ouais. Trop bien. Genre de retour d'expérience. Rétex, comme diraient les militaires. Ouais. Super. Entre le moment où tu reviens d'un. Donc là, tu es revenu au moment où on enregistre, Attendez, quelle journée? Il y Semaine. a un peu. Ouais, une semaine. Euh, Tu as besoin de combien de temps généralement pour sortir un film, pour traiter tout le contenu que tu as capturé pendant l'expé? Euh, Par rapport aux photos, là, je l'ai fait en deux fois. Enfin, pendant l'expé, je téléchargeais les photos de la caméra dans le téléphone ou du drone, etc. dans le téléphone. Et je les retouchais vite fait sur Lightroom sur le téléphone. Et je mettais ça dans un Google Drive. Du coup, bah, ça me permettait de pouvoir partager en temps réel sur Instagram et en story, etc. Et aussi pour que les marques elles puissent utiliser les photos en temps réel. Et puis après, une fois rentré, enfin, je trie, je retouche toutes les photos. Et ça me prend, là, il y a un paquet de photos quand même. Mais au total, je pense que ça m'aura pris 4 5 jours. J'ai quasiment fini là, donc Ah ouais, ok. ouais. Ok, ok. Et pour la vidéo, pour monter un film? Le film, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Ouais. J'espère qu'il sera prêt peut-être pour la fin de l'été, je pense qu'il sera prêt. Ouais. Ah ouais, oh punaise, ouais. Ouais. Bon, après, Parce que t'as. si je me mets à fond vraiment dessus, peut-être qu'il sera prêt avant. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps quand même. Ouais. Parce que t'as combien de gigas de rush pour la partie film? Euh, je crois qu'il y a autour de tac, 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 autour de 250 gigas à peu près. Oh punaise, ah ouais. Oh là là. Ok. 10 gigas par jour, quoi. Ouais, c'est ça, Ah, c'est énorme. quasiment. Ok. Ok, ok. Euh, Donc tu disais au début que t'étais pas, t'as fait des études donc dans l'aéronautique, tu as eu une première expérience pro pour Bombardier au Canada. Aujourd'hui, ce que tu fais, donc tout tes tripes, la photo, etc., tu arrives à en vivre? Oui, ouais, ouais, je vis de la photo et de ses aventures à vélo. Et puis après, je fais d'autres petits jobs de photographe à côté. Ouais.
pas que les aventures. Ok, Un énorme. peu de vidéo aussi. C'est un peu le rêve, ça, quand même, non? Pour pouvoir vivre de ces expés. Ouais, carrément, ouais. Ouais, surtout des experts, ouais. Les expés, c'est pas facile parce qu'en général, c'est assez facile de trouver du matos, mais dès que tu demandes du budget aux marques, c'est beaucoup plus compliqué, ouais. Et toi, tu dirais que c'est depuis quand que tes expés, tu arrives à vraiment les faire financer, à récupérer de l'argent, etc. Ça s'est fait au fur et à mesure. Premiers projets, j'avais quasiment que du matos. Et puis au fur et à mesure, je suis resté avec les mêmes marques, plus ou moins. Donc j'avais déjà l'équipement, donc forcément, j'ai demandé du budget. Et puis après, bah, c'est quand même aussi beaucoup de travail de faire des photos, de leur faire de la pub sur Instagram, de monter le film et tout. Donc je pense que c'est normal que ce soit aussi rémunéré. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair, ouais. Et aujourd'hui, les marques qui t'accompagnent, si tu devais en citer quelques-unes, c'est lesquelles? Bah, le plus gros sponsor que j'ai là sur l'Islande, c'est L-Sport. Et après, Donc l'attente. la tente, ouais, tente et duvet. Et puis après, Suunto pour la montre. Et après, enfin, tout le matos que j'avais, sauf la Poulka, était sponsorisé. Donc, Ok. Oh punaise. Arc'teryx, t'es sponsor Arc'teryx? non, non, non. Ok. Artex, il m'avait donné un petit peu de matos. C'était pour le trip dans le Mercantour, en Ok. vélo et ski Poulka. Mais là, il y a Julbo pour les lunettes. Il y a Restrap pour les sacoches. 45 North, ils font les pneus cloutés et ils font des gants qui sont intégrés au guidon du vélo Ah aussi. oui. Trop cool Ok. ça. Ils font des super chaussures c'est des chaussures d'XP avec le chausson amovible et l'équipe de pédale en dessous, elles sont vraiment top. Le vélo, c'est Rocky Mountain, on l'avait dit. Les Playoffs, il y a MX3, Canon, Cumulus. Il y a plein de marques, ouais. Et en Ouais. vêtements, j'avais du matos de chez Patagonia. Et Excellent. Donc sponsor aussi Patagonia? ouais, c'était plus. Ils m'ont filé un coup de pouce, quoi. C'était pas vraiment un gros sponsor, mais. Ok. Génial. Ouais, c'est des sacrées belles marques, hein. Ouais. Et ça, tu le gères tout seul, le fait de démarcher les entreprises, etc. Ouais, je fais tout seul, ouais. Oh, punaise. Alors ça, pour l'avoir fait, franchement, s'il y en a qui... Parce que tu vois, ça fait rêver quand on dit voilà, que tu vis tes expéditions, de la photo, etc. Mais le fait de le faire solo, pour l'avoir fait un peu sur certains petits projets, ou là de le faire un peu pour le podcast, c'est tellement un énorme taf. Et moi, je vais sans doute, enfin, les budgets que je vais chercher, c'est très certainement pas les budgets dont toi, tu as besoin pour un trip en Islande. Donc franchement, faire ça tout seul, chapeau, hein. Bah ça, C'est ouais, c'est c'est impressionnant. un côté qu'on voit pas de la préparation de projet, ça prend énormément de temps, ouais. Puis Ouais, c'est aussi beaucoup de refus, donc faut pas se démoraliser. ouais, Il faut envoyer plein de mails et puis voilà. ouais, ouais. Le budget global pour une expé, que ce soit celle que tu as fait en estival ou les Pyrénées, là, l'Islande en hiver, est-ce que tu arrives à dire à peu près par jour combien il faut pour des trips aussi longs, aussi engagés? Ouais, c'est assez compliqué de le dire, mais par exemple pour les Pyrénées, on faisait les courses dans les supérettes. Ouais, j'ai aucune idée, mais ça coûtait pas très cher. On est parti un mois et demi et je sais plus, on a dépensé, je crois, entre 1000 et 1500 euros pour les un mois et demi, je crois. Ah ouais, chacun? Ou peut-être même moins, non, beaucoup moins, je pense. Ok. Bon, pour les Pyrénées, je me rappelle plus. Ce que je me rappelle, c'est pour l'Islande en été, on a dépensé 2500 euros plus ou moins par tête pour tout ce qui est nourriture, avion, les campings, mais je sais plus quoi d'autre. On a fait le Blue Lagoon et des trucs comme ça, et c'était à peu près 2500 euros pour 3 mois. Donc Ah, c'est c'est rien. rien du tout, ouais. En général, les gens qui partent 10-15 jours en Islande, c'est 2500 euros pour les 10-15 jours, donc Ouais. Oh, punaise. pas Ok. grand-chose. Pareil, quand je suis parti au Cap Nord l'hiver dernier, ça m'a quasiment rien coûté, ouais. Ouais. Le voyage à vélo, ça à part la nourriture et quelques logements ou quoi, ça coûte pas grand-chose. Après, Bon, ce qu'il y a, c'est que si t'es pas sponsorisé pour le matos, par contre, le c'est coût pour t'y mettre la première fois, c'est costaud, quoi. ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais par exemple, pour les Pyrénées, t'as pas, c'est plus ou moins le même équipement que quand tu pars bivouaquer en été ou quoi. Bah, t'as le vélo à acheter et les sacoches, mais après, c'est pas du matos d'expé, quoi. C'est sûr Ouais. que pour partir en Islande cet hiver, là,
je sais pas combien il y a de budget d'équipement, mais c'est énorme, ouais. Je pense Ouais, que, je pense qu'avec moi, j'avais bien plus de 10-15 000 euros d'équipement, ouais. ouais. Ouais, parce que déjà, rien que la tente, c'est quoi cette marque? À chaque fois, j'en parle, mais à chaque fois, je me trompe dans l'orthographe. C'est Hilberg? Ouais, c'est ça, Moi, c'est Hilberg. L-Sport. C'est Toi, c'est c'est une L-Sport, mais j'avais en tête. Alors, L-Sport, je j'ai pas en tête les tarifs, mais j'avais regardé il y a un moment les tentes Hilberg qui sont, je crois, faites en Norvège, il me semble. Et qui sont des tentes un peu justement costauds pour le vent et tout, qui coûtent une blinde. C'est genre 1 200 € la tente, tu vois. Ouais, L-Sport, c'est pareil. C'est à peu près les Ouais, deux c'est mêmes ça. marques. Ouais. Le duvet Et moins 30, un. c'est pareil. Un duvet moins 30, c'est 1 000 euros. Ouais, c'est ça. Et, après, ce qui va coûter cher, c'est le vélo. C'est un fat bike comme ça, je pense que ça coûte autour de 2 000 euros. Toutes les sacoches, ça chiffre vite, ouais. Sur une expé Ouais. comme ça, où tu as besoin du matos léger et costaud, ça coûte cher. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, c'est intéressant parce que, encore une fois, hein, ce que tu fais, enfin, ça fait rêver quand on voit le film, les photos et tout, c'est absolument magnifique, mais je trouve que c'est aussi important d'expliquer ce qu'il y a. Enfin, voilà, encore une fois, la partie immergée de l'iceberg, ce que les gens voient pas, c'est juste du taf, quoi. Et les marques te filent pas ça comme ça pour le plaisir. Enfin, j'imagine en partie aussi, ça joue forcément, mais il y a forcément des contreparties et ça représente de l'énergie, du temps, de l'investissement perso. Ouais, carrément. Ok. Alors la partie physique, tu vois, c'était un peu une grosse partie des questions que je voulais te poser, mais tu avais l'air de dire que tu t'étais pas hyper assidu sur, sur cette phase-là de la préparation. Mais j'imagine quand même, tu vois, que tu peux pas partir comme ça, faire 25 jours tranquille sans être entraîné. Donc est-ce que tu as une routine le reste de l'année? Est-ce que tu as des habitudes, tu vois, en termes de est-ce que tu vas courir régulièrement? Est-ce que tu surveilles ton poids? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet aspect prépa physique? Non, non, je vais pas courir. J'aime pas trop courir. Après, je fais quand même des aventures à vélo assez régulièrement, donc forcément Ça ça maintient. maintient, ça maintient. Et sinon, je fais pas spécialement de prépa physique, même si je sais que je devrais en faire plus, parce que ça t'évite d'avoir quelques douleurs aux genoux ou des trucs comme ça, je pense. Mais, puis après, moi, je fais pas mal de sport. Je fais de l'escalade, je fais souvent des randos en montagne, des bivouacs et tout. Donc je fais pas rien, mais je fais pas de prépa physique à la salle ou quoi. Ouais, pas de truc spécifique. Parce que physiquement, qu'est-ce qui morfle s'il y a des parties, tu vois, du corps qui morfle sur des expés comme ça, à vélo notamment? Ça peut être quoi? Le dos, les genoux, la Moi, c'est nuque? surtout moi, j'ai souvent mal aux genoux, ouais. Ok, Les- Un petit peu la nuque aussi, ouais. Quand tu roules, quand tu fais 10 heures de vélo ou quoi, tu peux avoir un peu mal à la nuque, mais surtout les genoux. ok. Parce que t'es en pédale auto? Ouais, Ok, j'avais des pédales auto, ouais. Dans les hautes terres, je m'en suis pas trop servi parce que sur la neige et sur la glace et tout ça, c'était compliqué à utiliser. Il y avait souvent de la neige dans les cales, donc ça me servait pas trop. Mais après, tout le début et la fin sur la route, ouais, je me suis servi des pédales auto. Avant, j'en ok. avais pas. Tu vois, en Islande, en été, j'avais pas de pédale auto. Et je trouve que c'est hyper bien, quoi. Ça t'évite de bouger le pied sur la pédale et j'ai moins mal aux genoux avec que sans. Ok. Ah là là, ça fait quand même rêver tout ça, hein. Mm. Franchement, ta photo de cover du film Backpacking Island, là, je sais Avec le pas si, à volcan. quel point elle est retravaillée, mais celle où on te voit sur le vélo avec une teinte un peu genre vert kaki, vert outdoor avec les sacoches et tout. Ça fait Ouais. vraiment, vraiment aventure là. Ah, bah, avec le volcan, ouais, ça a tout de suite un peu plus de gueule. Ouais. C'était un Non, c'est volcan, c'était comme dans les films, le volcan. C'était un cratère qui explosait. Il y avait une quantité de lave énorme qui sortait de là-dedans. Et t'avais aussi des rivières de lave, enfin ouais, comme dans les films, quoi. Waouh. Et ça, comment est-ce que vous avez su qu'il était en éruption? C'était prévu que vous passiez à côté ou Ouais, vous bah, avez eu en des fait, news il est juste au sud, à 50 km de Reykjavik, qui est la capitale de Ok, l'Islande. Donc, bon, au début, c'était pas prévu, mais quand on a vu qu'il était actif, on a fait le détour, ça valait le coup. ouais, ouais. Ok. Dernière petite question. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance à partir dans des environnements où il fait plutôt très très froid que plutôt chaud.
Est-ce que dans le futur, tu as prévu d'inverser cette tendance et de tenter des trucs en plein soleil, 0% d'humidité et 50 degrés, ou tu vas rester dans le froid polaire plutôt? Euh, je pense que j'ai quelques idées pour l'hiver prochain et ça sera plus dans le froid aussi, ouais. Le froid aussi? Après, je serais pas contre de faire une expé dans le super chaud, mais j'ai pas encore l'itinéraire qui me fait rêver ou quoi, donc si je trouve un itinéraire qui me fait rêver, je le ferai, mais pour l'instant, plus le froid. Ok. Ça reste dans des déserts, mais plutôt des déserts de glace alors. Ouais. Ok. Donc là, un trip à venir, si j'ai bien compris. Tu le gardes confidentiel pour le moment, ou tu peux déjà en parler un peu? Non, je vais pas en parler parce que j'ai plusieurs idées et je sais pas ce que ce sera exactement, Ok. donc, mais, mais On ouais, ouais, maintient le suspense. j'ai plein d'idées. Après, au mois Yes. d'octobre, je vais partir en Corse à vélo, mais en mode tranquille avec quelques potes. Euh, et sinon, je vais faire la Race Cross France au mois de début juillet aussi, Ah, trop bien. Quel format? 2500. 2500. Ah ouais, oh là là. Bah Ouais. remarque, tu me diras, là, t'as le foncier, là, du coup, hein, c'est bon. Ouais, 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 ouais. Mais ouais, ça va être une belle expérience. Ouais, voilà, je vais faire quelques petits trips vélo, et puis l'année prochaine, une autre gros XP. Ouais, ok. Qu'est-ce qui est différent dans la manière dont tu te prépares à une course comme la Race Across France, 2500 bornes solo sur route ouverte, donc ça veut dire avec du trafic, pas vraiment d'assistance, etc. Comment est-ce que tu te prépares à ça versus ta préparation pour une traversée de l'Islande? Je pense que dans les deux cas, c'est pareil, parce que dans les deux cas, je pars solo. Donc, tu comptes que sur toi-même. Et puis, alors, j'essaierai de faire un peu plus de prépa physique pour la Race Cross France. Parce que vu le dénivelé qu'il y a, je crois que c'est 45 000 de dénivelé positif. C'est énorme. Donc, je vais essayer d'aller pédaler avant, ouais. Et puis après, mais comme l'Islande, je pense qu'il y a peut-être 90%, c'est dans la tête, quoi. C'est de la prépa mentale. Donc, je referai peut-être une ou deux visios avec Nico. Ouais. Et puis voilà, quoi. Ok. Il y a des outils en particulier que Nico a pu te partager sur la partie mentale que tu as vraiment beaucoup utilisé, qui t'ont marqué et énormément servi en Islande? Euh, Moi, ce qui me sert le plus, c'est le tunnel de la concentration. C'est que bah, les journées où c'est compliqué, que tu as du vent, de la neige qui fait froid et que tu as 20-30 cm de neige fraîche et que tu dois pousser et que tu peux pas pédaler, c'est bah, t'oublies tous les paramètres que tu peux pas gérer, donc le vent, la neige et tout, et tu continues d'avancer. Et puis à chaque fois, j'essaie de trouver le moindre truc qui me fait plaisir. Tu vois, si c'était une journée de brouillard et qu'il y avait un petit rayon de soleil et que j'apercevais le paysage, je me disais cool, bah, j'ai quand même de la chance d'être là et ça fait plaisir de voir le paysage. Il faut essayer de trouver un peu le bonheur dans chaque petit détail et qui te fait réaliser pourquoi tu es là et pourquoi tu en chies. Et, et puis après, je pense qu'à vélo, il y a toujours des moments hauts, des moments bas sur une journée. Bah, ça peut changer toutes les demi-heures, quoi. Pendant une demi-heure, tu vas être au fond du trou et puis tu sais pas pourquoi, d'un coup, il y a un rayon de soleil, ça descend un petit peu ou le vent il passe de dos et puis là, c'est un peu l'euphorie. Et puis pareil, dans ces moments d'euphorie, faut pas se dire que ça va rester comme ça toute la journée Ouais. parce que ça se trouve, dans 1 kilomètre ou dans 15 minutes, ben, ça va être l'enfer. Donc, ouais, faut arriver à bien gérer ces moments de haut et de bas. Et puis, rien prendre pour acquis quand c'est trop Ouais. facile. Surtout quand tu pars pour plus de 20 jours, où ouais, c'est pas la sortie d'un week-end ou à la journée, quoi. Donc les moments de haut et de bas, j'imagine que tu es en mode yo-yo ouais, du début à la fin, en fait, presque. Du début à la fin, et puis ça change 10 fois par jour, quoi. Ouais. Parce que la Oh météo là là. change tout le temps en Islande, et puis bah là, c'était surtout les conditions de la neige. Des fois, je passais de neige fraîche à de la neige un peu plus dure, donc il y a tout qui changeait tout le temps, donc ouais, c'est un gros yo-yo. Ouais. Bah écoute, j'ai quand même l'impression que pour la Race Cross France, tu as eu peut-être la meilleure prépa qui soit là, Ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est hein. pareil, la Race Cross France, je la fais pas pour finir premier, donc le côté physique,
c'est moins important, quoi. Le plus Ouais, important, c'est dans la tête et d'aller jusqu'au bout. excellent. Excellent. Euh, J'avais une dernière question. Donc le trip, on en a parlé. Oui. Je suppose que il y a peut-être des gens comme moi, tu vois, qui écoutent le podcast, qui seront fascinés par tes photos, qui en voyant le film se diront punaise, mais j'ai trop envie de faire ça. Euh, mais il y a quand même un côté un peu impressionnant, tu vois, parce que forcément, voilà, t'as pas commencé hier, donc ce que tu fais aujourd'hui, tu peux le faire parce que tu as des années d'expérience et de la pratique. Mais s'il y a des gens qui voudraient, tu vois, après t'avoir écouté, qui se disent ah bah, j'aimerais bien me mettre à ce type d'aventure, tu leur conseillerais quoi comme tu vois, premier pas, comme potentiellement, je sais pas, itinéraire, durée, bref, les premiers steps dans le monde du voyage à vélo. Bah, je pense qu'en France, il y a déjà plein de trucs à faire. Donc, bah, il y a des itinéraires assez faciles et connus qui sont jolis, comme c'est la Vélodyssée, je crois, qui fait toute la côte ouest. J'ai Ouais, un doute, c'est ça. ouais, Ça, c'est tout plat, il fait plus ou moins beau. Et donc, je pense que c'est des beaux itinéraires que tu peux faire en pas trop longtemps. Et puis même commencer par des sorties sur un week-end. Déjà, prendre son vélo, faire 30 bornes, faire un bivouac et puis rentrer. ouais. Puis au fur et à mesure, on fait plus de kilomètres, on part plusieurs jours. Et puis, c'est ça, au fur et à mesure, on va de plus en plus loin. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il faut pas viser. Faut pas. Ouais, non. C'est-à-dire pas forcément viser une traversée de l'Islande en premier trip. Ouais, je savais pas comment dire. Parce que là, ça paraît carrément impressionnant, ouais. Mais si on y va step by step, ça se fait bien. Ouais, ouais. Énorme. Bah écoute Geoffrey, un grand merci, je me suis régalé, j'ai l'impression je t'avais dit hein, en voyant tes photos et tout, en plus quand tu m'as dit que tu écoutais le podcast, je me dis ah bah voilà c'est bon, je voyage par procuration, tu vois, j'y suis un peu aussi en Islande, mais c'était trop bien. Est-ce que toi il y aurait peut-être, alors là tu viens de le faire un peu sur cette notion de comment se lancer dans le vélo, mais est-ce qu'il y aurait un message, quelque chose que tu aurais envie de faire passer euh, par rapport à tous les sujets sur lesquels on a pu échanger déjà? Euh, ouais, c'est ça, croire en ses rêves, croire en ses projets. Puis je pense qu'avec une bonne dose de motivation, on peut faire quasiment tout ce qu'on a envie et pas avoir peur de se lancer. Et puis même si on a peur, on peut commencer par des petits projets en France. Je pense que faire des séances de prépa mentale, ça aide pas mal aussi. Ouais. C'est un bon tips. Et puis ouais, déjà prendre son vélo et faire une journée de vélo. Et puis après, on verra quand ça se Ouais, passe. ouais. Step by step, carrément. Yes. Eh ben écoute, merci beaucoup Geoffrey. Hâte de voir le film que tu vas nous pondre. T'as déjà une idée du nom? Le nom est déjà fixé ou pas? Non, j'ai pas Non. l'idée de nom encore. Ok. En tout cas, hâte de voir tout ça quand je vois la qualité de celui que tu as déjà fait pour le trip estival. Franchement, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, je regarderai ce que tu fais sur la RAF et peut-être qu'on se fera un épisode débrief RAF ou épisode débrief de la prochaine expé que tu vas préparer Ouais. alors. Avec plaisir, ouais. Yes. Merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi, c'était cool de pouvoir partager tout ça. Ouais. Avec plaisir. Salut. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour un nouvel invité.